Valéry Giscard d'Estaing s'explique dans l'affaire de l'emprunt qui porte son nom, tandis que Laurent Fabius propose un débat sur ce thème devant le Parlement. De nouvelles initiatives pour la libération de Jacques Abouchar. Le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre demandent solennellement la libération de notre camarade. Deuxième journée de François Mitterrand en Grande-Bretagne, le chef de l'État exhorte les grandes puissances à reprendre leurs négociations sur les armements. Et puis les syndicats de fonctionnaires se préparent dès ce soir à la grève nationale prévue pour demain, des mots d'ordre un peu différents selon les centrales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sort de Jacques Abouchar de nouveau évoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La preuve, s'il en était besoin, de l'ampleur qu'a prise cette affaire en France et dans le monde entier après la condamnation de notre camarade à 18 ans de prison. Un verdict prononcé samedi dernier par un tribunal afghan au terme d'un procès escamoté. Aujourd'hui, ce sont le président de l'Assemblée nationale, M. Mermaz, et le Premier ministre qui sont intervenus solennellement devant les députés pour obtenir la libération de Jacques Abouchar. J'ai reçu hier soir les présidents des 4 groupes parlementaires de notre Assemblée et je m'exprime au nom de l'ensemble de la représentation nationale. Je le fais aujourd'hui pour réclamer la libération de notre compatriote Jacques Abouchar, en demandant qu'une décision soit prise en ce sens et sans plus tarder par les autorités afghanes. Je suis certain d'exprimer l'opinion de toute l'Assemblée et par-delà elle, de tous les Français. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement français n'a évidemment pas l'indignation sélective. Il s'indigne et s'indignera à chaque fois qu'un homme, à l'Est ou à l'Ouest, au Nord ou au Sud, est privé sans motif valable de liberté. Dans le cas d'Abouchar, il s'agit d'un emprisonnement d'autant plus inacceptable qu'il vise un homme dont précisément le métier est la liberté. Il est des affaires qui suscitent des sentiments d'indignation durable. Que ceux, où qu'ils soient, qui ont une part de responsabilité dans cette situation inacceptable, mesurent que l'affaire Abouchar est de celle-là. Oui, les sénateurs ont eux aussi réclamé aujourd'hui la libération de Jacques. Cela fait maintenant 37 jours que Jacques Abouchar est détenu dans les prisons soviéto-afghanes, 37 jours depuis sa capture le 17 septembre dernier, alors qu'il effectuait un reportage dans ce pays. Et bien sûr, chaque document nouveau où l'on peut voir Jacques depuis sa capture, ces documents sont précieux pour nous, puisque notre confrère est maintenu au secret. Il a seulement reçu une visite, il y a quelques jours, du chargé d'affaires français à Kaboul. Alors une équipe de la 4e chaîne de télévision britannique était en Afghanistan lorsque Jacques a été exhibé devant les journalistes des pays de l'Est convoqués pour cette occasion. Nos confrères de la télévision anglaise ont pu filmer une partie de cette soi-disant conférence de presse, un document qui nous apporte des informations révélatrices de l'état d'esprit de Jacques Abouchar. Jacques, qui vous allez le voir, conserve dans cette épreuve un sang-froid remarquable. 11 octobre, Kaboul, un bâtiment administratif et une conférence de presse qui ressemble plutôt à une comparution devant un tribunal. Tim Hodlin, le journaliste britannique qui nous a rapporté ces images. Je regrette, dit-il, de faire votre connaissance dans ces circonstances. Votre famille vous envoie toute son affection. Maintenant, dites-nous comment vous avez été traité. J'ai été traité tout à fait correctement, convenablement. Je pense comme toute personne emprisonnée est en droit de le souhaiter.
Je dis très simplement, je n'ai subi aucune brutalité. Les interrogatoires se sont passés dans une atmosphère détendue. On me laissait le temps de réfléchir. Non, vraiment, je n'ai rien à dire. Je n'ai aucun reproche à faire de ce côté-là. Donc, il y a 15 jours, Tim Hodlin avait trouvé à Bouchard très maître de lui, l'esprit alerte, fatigué mais en bonne santé, ne s'excusant pas de ce qu'il avait fait, ce qui, dit notre confrère, n'a pas plu aux autorités afghanes, furieuses que ce soit encore un Français qu'on trouve aux côtés des maquisards. Nous avons dit aux Afghans que le reportage de Bouchard, montrant leur désunion et leur manque de discipline, n'aurait pas été défavorable au gouvernement de Kaboul. À noter aussi que la haute autorité de l'audiovisuel a demandé un visa d'entrée en Afghanistan pour que l'un de ses membres puisse aller à Kaboul de façon à rencontrer Jacques Bouchard. Et puis une autre intervention, c'était cet après-midi au congrès de l'Association des maires de France, à l'Hôtel de Ville à Paris. Devant plus de 3000 maires représentant tout l'échiquier politique français, le président de l'association a évoqué à son tour le cas de notre ami Bouchard. Qu'il me soit enfin permis de vous saluer, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, de vous remercier pour l'intérêt de plus en plus vif que vous portez à la vie de nos communes à l'heure de la décentralisation, et de vous dire aujourd'hui qu'attachés comme nous le sommes à toutes les libertés, et notamment à celle de l'information, nous aspirons avec vous à la libération rapide de votre confrère Jacques Bouchard. En poignade cet après-midi, toujours à l'Assemblée nationale qui décidément avait aujourd'hui les faveurs de l'actualité. Un accrochage très vigoureux entre Laurent Fabius et Raymond Barre à propos de l'emprunt 7%, plus connu sous le nom d'emprunt Giscard, et sur le régime fiscal duquel le gouvernement est revenu la semaine dernière. Pendant que messieurs Fabius et Barre s'accrochaient au Palais Bourbon, l'ancien chef de l'État, M. Giscard d'Estaing, s'expliquait sur les conditions dans lesquelles cet emprunt a été lancé. Le reportage de Daniel Brem et Jean-Louis Le Sel. Tout le monde aujourd'hui attendait à l'Assemblée la question sur les modifications apportées aux intérêts des souscripteurs de l'emprunt Giscard. Elle est venue du groupe socialiste et a permis au Premier ministre une réponse acide. Ce n'est un mystère pour personne que chacun des responsables de la droite a sur toute une série de questions importantes des divergences. Nous le savons, nous le savons. Premièrement, cette affaire est malheureusement, et aujourd'hui, ne jetons pas la pierre, une triste affaire pour la France. Deuxièmement, le gouvernement honore la parole de l'État. Troisièmement, il est parfaitement équitable de supprimer ce privilège fiscal. Une réponse qui n'est pas restée longtemps sans réponse. Je vous le dis en toute honnêteté, puisque vous avez utilisé ce mot, et ce mot doit être utilisé avec circonspection, Monsieur le Premier ministre. Je dis en toute honnêteté que je n'aurais pas fait ce que vous avez fait si j'avais été encore ministre de l'économie et des finances. Et cela suffit. Monsieur le Premier ministre, j'ai cru comprendre, mais je ne veux pas faire d'interprétation, que vous-même, vous n'auriez peut-être pas émis ce type d'emprunt. Mais il y a de la marge. Je vois. Mais personne n'est infaillible et je ne veux pas être cruel. Il aura fallu attendre la fin de l'après-midi pour que Giscard lui-même prenne la parole. Pour une fois, dit-il, avec cet emprunt, l'épargnant n'aura pas été volé. Un gouvernement sans parole est un gouvernement sans confiance. Un gouvernement sans confiance est impuissant à assumer les conditions du redressement économique et financier de notre pays. Malgré la conférence de presse de Valéry Giscard d'Estaing annoncée à grand renfort de publicité, certains se demandaient dans les couloirs avec malignité si ce n'est pas aujourd'hui dans l'hémicycle que Raymond Barre lui a ravi la vedette. Les syndicats de fonctionnaires ont commencé à se mobiliser dès ce soir en prévision de la grève de demain.
Un mouvement par lequel la plupart des syndicats de fonctionnaires entendent protester contre les augmentations de salaire qui leur sont accordées pour l'année en cours, l'année 84, des augmentations limitées à 3%, ce qu'ils considèrent comme tout à fait insuffisant. Tous les syndicats ont donné leur feu vert à cette grève, mais avec des mots d'ordre un peu différents, puisque la FEN n'a appelé qu'un débrayage d'une demi-journée, tandis que la CFDT laissait ses adhérents libres de leur choix. En tout état de cause, votre vie devrait en être perturbée demain, et pour vous éviter de mauvaises surprises, Patrick Boittet nous précise maintenant ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas. Service sérieusement perturbé à la SNCF, un train sur 4 en moyenne sur les grandes lignes et la banlieue, avec à Paris 2 points noirs, Saint-Lazare et Montparnasse. Situation différente à la RATP où seule la CGT minoritaire appelle ses adhérents à un débrayage de 2 heures. Le trafic ne devrait pas être trop perturbé. À EDF, la CGT est encore seule à mobiliser. Dans la matinée, la production devrait baisser de 30%, mais on indique à la direction que les coupures de courant ne devraient pas en général affecter les usagers domestiques. Dans la majorité des aéroports, la grève des contrôleurs aériens sera suivie de 6h à 22h. Les décollages s'annoncent très difficiles. Au PTT, Union CGT, CFDT, FO et CFTC pour une grève de 24 heures, la distribution devrait être sérieusement touchée. Dans les écoles, la FEN appelle ses adhérents à une demi-journée de grève. Au ministère de l'Éducation, on indique que l'accueil des élèves sera assuré dans la grande majorité des établissements. Quelques écoles pourront cependant fermer leurs portes toute la journée. Enfin, dans tous les établissements publics, des arrêts de travail pourront se produire. À signaler que les urgences seront assurées dans les hôpitaux. De sérieux bouchons sont donc à prévoir demain aux portes des grandes villes. Une consolation pour les automobilistes, les contractuels devraient se montrer indulgentes. Air Inter précise par ailleurs que des vols supplémentaires vers Paris au départ des principales villes de province seront assurés ce soir à partir de 21h. Et puis à noter la réaction par avance de M. Gattaz, le président du CNPF, qui estime que la grève des fonctionnaires résulte d'un malentendu et il espère qu'ils seront suffisamment responsables, les fonctionnaires, ce sont ses termes, pour ne pas paralyser le pays. Alors cette grève des fonctionnaires remet à l'ordre du jour le débat qui secoue la Fédération de l'éducation nationale. Ce syndicat qui compte 500 000 adhérents fédère la quasi-totalité des syndicats d'enseignants. Et l'on a beaucoup parlé ces jours derniers d'une OPA, c'est-à-dire d'une prise de contrôle de la FEN par force ouvrière. Dominique Lory a voulu en savoir plus. Ce n'est pas la première fois que la Fédération de l'éducation nationale subit des tentatives de déstabilisation. Mais cette fois, l'offensive lancée par Force ouvrière semble plus sérieuse. André Bergeron a appelé dernièrement les enseignants à voter pour FO aux prochaines élections professionnelles, rompant ainsi le pacte tacite passé avec la FEN depuis 1948. Et il est vrai que des instituteurs et professeurs syndiqués à la Fédération, notamment des enseignants d'extrême gauche, ont rejoint Force ouvrière. Les enseignants se syndiquent pour que leurs intérêts soient défendus. Or, depuis des années, la FEN ne défend plus leurs intérêts. Les enseignants se syndiquent pour que le syndicat aille porter leurs revendications auprès du ministère. Or, ce que fait la FEN, c'est tout simplement essayer d'imposer aux enseignants ce que veut le ministère. Accusation bien sûr contestée par la FEN qui rejette également les chiffres avancés par la centrale d'André Bergeron. 3000 départs selon FO, quelques centaines affirme la Fédération. En fait, les responsables de la FEN semblent plus sensibles au phénomène de désyndicalisation qu'à l'OPA lancée par Force ouvrière. Bien sûr, nous sommes confrontés à des difficultés et il y a un grave problème de désyndicalisation. Mais pas uniquement en France, pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde industrialisé, enfin partout, là où les libertés syndicales existent. Et ce n'est pas en piquant des adhérents aux autres qu'on réglera ce type de problème. Et je dis ça à FO et à toute autre organisation syndicale. Et nous saurons le défendre et nous le montrerons. Dans ce débat, stratégie peut-être, la CGT reste silencieuse. Au SNES, syndicat affilié à la Fédération de l'éducation nationale, qui regroupe une majorité d'enseignants proches du Parti communiste, la direction réaffirme sa position unitaire. Pas question de quitter la FEN. En revanche, elle reconnaît quelques départs. Nous avons assisté au cours de l'an dernier à un léger tassement de l'ordre de 1500 syndiqués qui nous ont quittés. Mais dire qu'ils nous ont quittés, cela pour partir à FO, je crois que c'est allé un peu vite en besogne.
À vrai dire, la FEN, à l'exemple ici de la section du Nord, se préoccupe surtout de la réussite de la grève et des manifestations de demain. Une participation qui affirmera, dit-on ici, l'indépendance de la FEN. Si nous pouvons partager deux grandes options du gouvernement, quand il y a des décisions inacceptables, elles sont inacceptables et nous serons mobilisés le 25. Au bout du compte, face à l'offensive de force ouvrière, le désintérêt de certains syndiqués, le durcissement de l'action des enseignants communistes, la direction socialisante de la FEN hausse le ton, devient plus active, avec un double objectif. La remobilisation des militants, la restauration de sa crédibilité. Oui, à noter que demain, Edmond Maire, le leader de la CFDT, sera l'invité d'Antenne de Midi. Social toujours, avec le vote survenu hier à Creuse-au-Loir, où la CGT avait appelé à une consultation sur le plan social proposé aux ouvriers de l'entreprise. Une majorité de votants s'est prononcée contre ce plan, ce qui ne devrait d'ailleurs pas changer grand-chose, puisque dans cette affaire, la CGT était isolée des autres syndicats. 32 policiers blessés, une dizaine d'interpellations à La Réunion après une manifestation de lycéens qui protestaient contre la réduction des bourses scolaires dans l'île. Claude Crespo. Pavés contre grenades lacrymogènes, 2 voitures incendiées, un appartement de fonction saccagé, tels sont les résultats des affrontements violents qui se sont déroulés hier à Saint-Denis de la Réunion. D'un côté, CRS et policiers réunionnais. En face d'eux, 70 000 étudiants ou lycéens. Point de départ, une décision du gouvernement qui, à partir de la rentrée 84, veut appliquer les mêmes règles d'attribution des bourses que celles en vigueur en métropole ou dans les autres départements. Quand on sait que jusqu'à maintenant, ces bourses étaient à La Réunion indexées sur le franc CFA et donc qu'elles voyaient leur montant quasiment doublé, on comprend la perte que cet alignement représente pour un département où le taux de chômage dépasse les 30%. Pour compenser, le ministère de l'Éducation nationale avait débloqué une première dotation de 10 millions de francs. Un crédit complémentaire de 12 millions vient d'être dégagé. 22 millions au total qui devraient couvrir tous les frais de la rentrée et qui déjà ont permis le retour du calme dans l'île. Deuxième journée de la visite d'État que François Mitterrand effectue actuellement en Grande-Bretagne. Hier, le chef de l'État avait goûté au faste de la monarchie britannique. Aujourd'hui, la visite prenait un tour beaucoup plus politique avec l'intervention de François Mitterrand devant le Parlement. L'occasion pour lui d'appeler les grandes puissances à reprendre leurs négociations sur les armements. De Londres, Philippe Arroir. Les pompes de la cour ne sont pas incompatibles avec un geste naturel. Et sûrement apprécié dans un pays où le cheval est la très noble conquête de l'homme. Les fastes du palais de Westminster rappellent que nous sommes ici dans le plus ancien parlement du monde. Devant les représentants des 2 chambres, dans cette Grande-Bretagne avec laquelle la France partage la responsabilité de puissance nucléaire en Europe, François Mitterrand a lancé un appel aux 2 super grands pour qu'ils reprennent les négociations sur les armements. Dans tous les domaines des armements, qu'il s'agisse des armements stratégiques à moyenne portée, des éventuelles armes nouvelles qui seraient introduites dans l'espace, des armes chimiques, partout, il est urgent de rouvrir des conversations, de comparer loyalement des situations et de rechercher des accords véritables sur la base de compromis et de contrôle réciproques. La France, pour sa part, est prête à contribuer à un effort sérieux pour la maîtrise de la course aux armements. Mais la disproportion des arsenaux est telle que l'on voit bien où se situent les responsabilités premières et qu'il appartient aux plus puissants de réduire d'abord clairement et considérablement leurs forces avant de passer à la suite. Avec Margaret Thatcher, le ton est décidément de plus en plus chaleureux. Au cours de cet entretien à Downing Street, il a été question des problèmes européens et de l'Argentine, M. Mitterrand ayant reçu très récemment à Paris le président Alfonsine. Mais la France se défend de vouloir jouer en quoi que ce soit les médiateurs dans le conflit des Malouines. Enfin, la journée s'est terminée sur une note liée au souvenir. Le président Mitterrand s'est rendu aux 4 Carlton Gardens, où se trouvait le bureau du général de Gaulle, ici, à Londres, où beaucoup de Français libres sont venus combattre l'occupant. François Mitterrand était de ceux-là.
En Allemagne fédérale, c'est aujourd'hui que commençait l'audition du président du Parlement allemand par la commission d'enquête chargée de l'affaire Flick. Le président du Parlement, M. Barzel, est accusé d'avoir touché des pots de vin de la part du formidable groupe industriel Flick. Une affaire qui provoque des remous politiques considérables en Allemagne, puisque le chancelier Kohl est lui-même mis en cause par plusieurs journaux allemands. Michel Meyer. Succès d'affluence et de presse incontestable pour Rainer Barzel. Seul, à découvert et abandonné par ses propres amis politiques de la chrétienne démocratie, il a comparu devant ses pairs, des députés de toutes les fractions du Bundestag, le Parlement de Bonn. Je n'ai pas touché d'argent du groupe Flick. Certes, j'étais conseiller dans un cabinet d'avocats de Francfort, j'ai évidemment été rémunéré pour ce travail, mais il n'y a là rien de répréhensible, autant sur le plan juridique que moral. J'ai donc respecté et observé les règles de la décence politique. C'est en substance ce qu'a dit et redit cet après-midi Rainer Barzel pour sa défense. Mais a-t-il convaincu, même s'il fut rhétoriquement parfait? Dans la salle d'audience, outre des députés, un public de journalistes. En clair, c'est la presse, demain, qui par sa réaction favorable ou non, décidera du sort de Barzel, de sa démission si la pression publique persiste sur le Parti chrétien-démocrate et le chancelier Kohl. En prime, Helmut Kohl aura d'ailleurs droit à la une du Stern. Entre 73 et 80, affirme le magazine de Hambourg, le chancelier aurait touché 1 900 000 francs du groupe Flick pour son parti. Le scandale Flick, une sorte de feuilleton à suspense et à suivre, qui ébranle la classe politique et qui harcèle en quelque sorte l'équipe actuellement au pouvoir à Bonn. Visé en premier lieu le chancelier Kohl, bien entendu, qui pourrait éventuellement bénéficier d'une sorte de trêve de la Toussaint avant de comparaître le 7 novembre prochain devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Flick. Après, eh bien, il devra gouverner à découvert. Mais le chancelier compte, dit-on, sur sa prodigieuse santé et robustesse pour faire face à ces coups de tabac et autres allusions, comme par exemple la distribution par les Verts de ce billet de banque, 1000 marks, à l'effigie de Rainer Barzel. Les projecteurs de l'actualité étaient une nouvelle fois braqués sur la Corse aujourd'hui avec plusieurs affaires de nature différente mais qui ont la violence en commun. C'est d'abord un policier tué hier soir à Bastia par 2 hommes qui l'ont abattu de plusieurs balles de gros calibre. Cela ressemble plus à un règlement de compte personnel qu'à un meurtre politique. En revanche, les attentats perpétrés contre les appartements de 2 magistrats de Bastia et une manifestation dans les rues de la ville avaient eux un tour très politique justement. Henri Bodiguel. La manifestation de soutien organisée ce matin en faveur de 2 militants indépendantistes qui étaient jugés en appel a rapidement dégénéré. Le rassemblement était organisé par le mouvement Corse pour l'autodétermination, proche de l'ex-FLNC, et les affrontements qui se sont produits avec les forces de l'ordre ont fait 12 blessés, 5 CRS, 5 policiers et 2 manifestants. Cocktail Molotov côté manifestants, grenades lacrymogènes côté force de l'ordre, les échauffourées ont agité le centre de Bastia pendant plus de 2 heures. Bilan matériel, des vitrines cassées et des cabines téléphoniques détruites. Un peu plus tard, vers 13 heures, 2 bombes de faible puissance ont explosé dans un immeuble. L'une des charges a légèrement endommagé l'appartement du procureur de la République, M. Cazenave. Au chapitre justice, à retenir le non-lieu dont a bénéficié aujourd'hui M. Pierre Debizet, l'ancien patron du service d'action civique, le SAC, ne comparaîtra donc pas devant la cour d'assises pour le procès de la tuerie d'Oriol. Et voilà que l'on reparle de la rage dans la région parisienne, une maladie pour laquelle on a enregistré une stabilisation dans à peu près toute la France, à l'exception de la région parisienne précisément, où la rage est réapparue en août dernier dans le département de Seine-Saint-Denis. Le ministère de l'Agriculture a donc voulu rappeler aujourd'hui les consignes très strictes concernant les chiens et les chats qui peuvent être porteurs de cette maladie. Les chats qui seront dorénavant assujettis aux mêmes réglementations que leurs amis canins. Martine Alain Vigneault. Ce veau est atteint de la rage, il va mourir. Ce chien est atteint de la rage, il va mourir. Ce chat aussi va mourir. Et cet homme également, dans des souffrances horribles. C'est parce que le virus de la rage transmis par les morsures de renard est mortel à 100% si l'on ne fait pas de traitement antirabique à temps qu'il faut prendre des mesures strictes pour éviter des morts. C'est parce que la France compte de plus en plus de départements touchés par la rage, y compris la région parisienne, que le ministère de l'Agriculture veut informer les propriétaires d'animaux domestiques des mesures à respecter pour protéger tout à la fois leurs amis les bêtes et la société des hommes. Première mesure, la vaccination annuelle. Oui, c'est la petite chienne Patty
n'est-ce pas? Mais elle n'est pas à jour de ses vaccins depuis 2 ans. Alors nous allons devoir lui refaire la vaccination pyramide 2 fois. Il faudra que vous veniez 2 fois à 15 jours, entre 15 jours et 30 jours d'intervalle. Dans les départements déclarés atteints par la rage, les chiens et les chats doivent être étroitement surveillés par leur maître, tenus en laisse de préférence, et s'ils sont errants, seuls les animaux vaccinés et identifiables par tatouage peuvent espérer échapper à l'euthanasie. Jusqu'à présent, seuls les chiens pouvaient bénéficier de cette mesure. Tout chat errant, vacciné ou non, étant pratiquement condamné à mort s'il était capturé. Aujourd'hui, s'ils sont errants, mais s'ils sont identifiables et si on peut fournir pour eux rapidement un certificat de vaccination en cours de validité, ils pourront échapper, tout comme les chiens, à l'euthanasie. Le ministère de l'Agriculture compte sur la conscience et la bonne volonté des particuliers, comme des associations de protection des animaux, pour que l'on puisse vivre en harmonie avec eux, sans crainte de la rage, sans crainte d'être mordu ou griffé par un animal en liberté qui aurait été contaminé. C'est qu'il y a en France plus de 9 millions de chiens et de chats, plus de 500 000 morsures sont recensées chaque année et les griffures sont 10 fois plus fréquentes. Votre chat est vacciné contre la rage? Non, pas encore, mais s'il le faut, il le sera plus sûr. Votre chien est vacciné? Non, pas encore, parce qu'il est trop petit, là. Il l'a été, oui, chaque année. Maintenant, c'est plus possible parce que, malheureusement, il est trop âgé, il ne supporterait pas. Le ministère de l'Agriculture rappelle que si la réglementation est devenue plus clémente pour les chats errants vaccinés et identifiables, elle sera intraitable plus que par le passé pour chiens et chats errants qui ne seraient, eux, ni tatoués, ni vaccinés. L'enterrement de François Truffaut, le réalisateur, était enterré aujourd'hui au cimetière de Montmartre en présence de nombreuses personnalités et surtout de milliers d'anonymes qui avaient voulu rendre un dernier hommage à ce cinéaste qui a marqué sa génération avant de mourir samedi d'une tumeur au cerveau. France Roche et Bernard Puissosseau. Au cimetière Montmartre, cet après-midi, des fleurs au milieu des feuilles d'automne et des spectateurs en foule venus rendre hommage à François Truffaut. Des photographes, des professionnels et aussi des amateurs qui voulaient enregistrer leur adieu. Et puis, entre les gerbes des associations de réalisateurs ou de critiques, des vedettes. Charles Denner et Leslie Caron qui se souvenaient du tournage de L'homme qui aimait les femmes. Aznavour qui pensait à tirer sur le pianiste. Pierre Braunberger, producteur infatigable de la Nouvelle Vague, Alexandre Astruc et Claude Miller, fidèles à un confrère qu'ils aimaient. Et puis Jacques Lang, ministre, derrière Fanny Ardant et les 2 filles du réalisateur. Enfin Jean-Pierre Léaud, qui fut pendant 20 ans à l'écran le double de François Truffaut. Sur la petite urne contenant les cendres de François, chacun jeta une fleur, et tous avaient, comme Patrick Malléon, le jeune sourd-muet de la chambre verte, le cœur serré. Oui, une autre disparition, celle de l'écrivain Marcel Briand, qui est mort hier soir à Paris à l'âge de 88 ans. Il était membre de l'Académie française. La FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, se tient au Grand Palais jusqu'au 28 octobre. Voici 11 ans qu'elle existe et elle est le rendez-vous annuel des amateurs d'art français et étrangers. Des collectionneurs qui sont de plus en plus nombreux et parmi lesquels on compte maintenant beaucoup de jeunes qui ne viennent pas forcément s'acheter des œuvres hors de prix. Monique Atlan. Le pari de la FIAC depuis sa création il y a 11 ans, c'est de redonner à Paris une place comparable sur le marché de l'art international à celle des États-Unis, de la Suisse et de l'Allemagne. La FIAC est le signe extérieur de la transformation progressive de ce marché. Il était réservé à une élite de collectionneurs privés. Il a aujourd'hui pignon sur rue. La naissance de nouvelles galeries plus combatives, mais aussi le rôle des pouvoirs publics ont été déterminants. En un an, près de 4000 œuvres ont été achetées par les musées français. Et l'on voit depuis quelque temps émerger un nouveau public de collectionneurs, plus jeunes, d'origine sociale plus diversifiée, qui n'hésitent pas à prendre des risques pour constituer leur collection. Il faut beaucoup d'argent pour faire une collection? Non, en fait, il faut beaucoup de passion, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, beaucoup de conviction aussi. L'argent est important, bien sûr, mais en ce qui me concerne, je suis salarié, je suis consultant dans une société de conseil en recrutement d'ingénieurs et cadres, et j'ai un salaire de 200 000 francs par an, et le tiers est consacré au fisc, et le second tiers, je le consacre donc à la constitution et au développement de cette collection. Est-ce que vous vous êtes fixé un plafond financier que vous ne pouvez pas dépasser en matière d'achat d'œuvres d'art?
Individuellement, oui, c'est-à-dire que je me fixe comme objectif d'achat entre des pièces qui valent entre 10 000 et 50 000 francs. Reste que le marché de l'art demeure soumis, comme tous les marchés, à la loi de l'offre et de la demande, à la spéculation. Ce tableau du peintre italien Enzo Cucchi, présenté à la FIAC, a déjà trouvé un acquéreur suisse pour 1 million de francs. Le temps de vous communiquer maintenant les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartier de demain, avant de céder la parole à Alain Gillot-Pétré pour la météo. Le quartier se courra dans le prix Jean de Neuflis à Auteuil. Il y aura 11 partants. Pierrette vous suggère de jouer le 4, le 5, le 2, le 8, le 6, le 11 et le 3. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. Tout passe, tout lasse, y compris les écharpes de pluie. Regardez là, cette écharpe de pluie sur la photo satellite. Elle a traîné sur la Manche aujourd'hui et puis elle va très très vite passer cette nuit pour aller demain jusqu'aux Pyrénées, aux Alpes et ensuite la Méditerranée. Ensuite il fera beau, mais la convection s'organisera, c'est-à-dire que vous aurez des cumulus et des averses. Regardez la carte de demain. Donc en milieu de journée, la pluie relativement modérée se situera des Pyrénées au Massif central, aux Alpes, se déplaçant vers la Méditerranée où évidemment les nuages deviendront de plus en plus abondants. Ensuite, eh bien, vous aurez une belle période de beau temps, mais la convection s'organisera, des cumulus se formeront, les averses arriveront dans l'après-midi, elles seront modérées, accompagnées d'un renforcement des vents d'ouest, une trentaine de nœuds, c'est-à-dire 70 km/h sur les côtes de la Manche, sur l'endroit de ciel variable, mais quand même pas trop mauvais. Baromètre en baisse, thermomètre ne bouge pas, ça devient même triste, de 14 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 dans la capitale, et de 14 à 21 degrés sur la moitié sud, ça ne bouge pas. Il faudrait peut-être que ça bouge ou dans un sens ou dans un autre, car je vous répète les mêmes choses tous les soirs. Demain, c'est le jeudi 25 octobre, 7h26 pour le lever du soleil, 10h42 pour son coucher et 4 minutes en moins, et bonne fête à tous les Enguerrands. Et c'est Jacques Segui qui vous présentera le tout dernier journal vers 23h30. Demain, vous retrouverez Daniel Bilalian à 12h45 et Jean-Claude Alenic à 18h30 pour C'est la vie. Bonsoir, à demain 20h.